Solène, bonjour tout le monde, comment ça va? Ça va et vous? Allez, on va se marrer peut-être, Julien, en toute liberté. En tout cas, on va parler des choses sans langue de bois, en toute liberté. Donc, une heure de décryptage et de débat sans tabou. On est ensemble jusqu'à 10h. Ça n'arrive qu'en France. Regardez bien ce tableau qui nous dévisage. Il a les yeux fous, les mains sur la tête, l'air de celui qui vient de comprendre un truc terrible. Le désespéré de Courbet est de retour en France au musée d'Orsay, enfin de retour, façon de parler, parce que ce tableau, eh bien, il ne nous appartient plus. Il nous est prêté, figurez-vous, par le Qatar. Ce petit émirat grand comme la Corse, riche comme Crésus, qui possède déjà 20% des Champs-Élysées, le PSG, le Royal Monceau, le prix de l'Arc de Triomphe et une part non négligeable de nos fleurons plurinationaux, le tout en finançant d'une autre main les frères musulmans. Tout a commencé sous le président Sarkozy, dîner, sourire, exonération fiscale. Et ça continue très bien depuis. Ronde serviette à l'Elysée, 10 milliards d'euros d'investissement annoncés. Et le président Macron qui salue un partenaire fidèle et stratégique. Le désespéré se prend la tête et il a bien raison. Peut-être qu'il n'avait pas prévu que 2 siècles plus tard, son autoportrait deviendrait celui d'un pays entier. Un pays désespéré ou désespérant. En tout cas, un pays qui ne s'appartient plus tout à fait. Allez, on va pas parler de ça, mais on va parler de toute autre chose en toute liberté. Pourquoi va-t-on parler en toute liberté de Donald Trump qui se rêve faiseur de paix dans le monde, et puis d'Édouard Philippe qui se rêve faiseur de paix en France, ou pas. D'ailleurs, on va en parler avec Julien Arnaud, avec Queen Elisabeth Martichaud, avec Guillaume Oda et avec l'éminent Grégory Phillips. Les amis, on va parler d'abord... Comment ? Je brille de mille feux. Je brille de mille feux. Après Gaza, Trump s'attaque donc à l'Ukraine. 2 mois après l'échec des pourparlers entre Moscou et Washington, le président américain reçoit aujourd'hui Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche. Objectif affiché, rouvrir la voie de la paix. Après avoir négocié un cessez-le-feu à Gaza, il se rêve, ce président Trump, en artisan de la paix mondiale. Écoutez-le. Je le fais pour sauver des gens. Je ne le fais pas pour nous. Nous avons un océan qui nous sépare de ce conflit. Je le fais également pour aider les Européens, car les Européens veulent mettre fin à cette guerre. Mais ils ne sont pas capables de le faire. Je crois que nous y arriverons, que nous allons sauver des vies. Cette guerre n'aurait jamais dû démarrer. Alors ça, il a bien raison. Enfin, bon, bref. Autre rencontre prévue entre Donald Trump et Vladimir Poutine, cette fois, Grégory, à Budapest, peut-être, dans les 15 jours qui arrivent. On retrouve notre correspondante aux États-Unis, Sonia Dridi. Comment la relation entre les dirigeants s'est réchauffée soudainement? Sonia. Oui, Donald Trump n'abandonne jamais, c'est ce que nous a déclaré sa porte-parole pour justifier cette nouvelle rencontre à venir avec le président russe. Elle devrait intervenir dans les 2 semaines, selon le président américain, cette fois à Budapest. Donald Trump qui n'a cessé de dire ces derniers temps sa frustration envers Vladimir Poutine, mais qui veut redonner une chance à la diplomatie et éviter l'escalade. Le président américain, sur son réseau Truth Social, a notamment dit qu'il avait passé un certain temps avec le président russe à évoquer les échanges commerciaux qui pourraient avoir lieu entre la Russie et les États-Unis une fois la guerre terminée. Et c'est bien là l'un des objectifs de Donald Trump, mettre fin à cette guerre pour pouvoir rétablir une relation commerciale avec la Russie. Merci Sonia Dridi. Monnaie, Grégory Phillips. Comme toujours, je reviens juste très rapidement sur votre introduction. Vous dites après Gaza, l'Ukraine. Oui. Sur Gaza, on est quand même assez inquiet de la teneur du cessez-le-feu et la situation n'est pas réglée. Trump suractif, ça c'est vrai. Pour son âge, comme disait Guillaume Oda, en attendant... Il est toujours dans un avion, le déplacement en Israël, en Égypte, Budapest bientôt. Et le Golfe. Et Mar-a-Lago ce week-end. Mais franchement, l'Alaska, c'est pas si loin, mais enfin bon, il se déplace beaucoup. Suractif avec cette volonté, effectivement, de faire avancer les choses sur ces 2 dossiers. Donc Gaza,
Soyons prudents. Et l'Ukraine, soyons prudents aussi, parce que vous avez les mots et vous avez les actes. Les mots, c'est on va sans doute donner des missiles Tomahawk aux Ukrainiens. Et puis dans le même temps, il dit aussi je veux pas déshabiller Pierre pour habiller Jacques. Je vais pas me départir de trop de missiles dans mes stocks. Faut être prudent, etc. Donc en fait, c'est non. En fait, on saura ce soir. Enfin, j'espère qu'on saura ce soir. Mais ils en ont peu, pardon. Ils en ont acheté 210 depuis 3 ans, je crois. Donc vous voyez, c'est un stock assez limité. Ouais. Et quand on lit... Qui en a acheté 210 ? Les Américains aux industriels qui fabriquent ces Tomahawk. Ouais. Et quand on dit qu'ils seraient éventuellement prêts à en donner aux Ukrainiens, on parle d'une dizaine, d'une vingtaine. Parce qu'il y a un stock assez limité. Ça coûte très cher, ces trucs-là ? Ça coûte $1,5 million le missile, je crois. Oui, mais après, ensuite, il y a tout un lanceur MK41 pour rentrer dans les détails que seuls les Américains possèdent et qu'il faut également acheter pour pouvoir les tirer, ces Tomahawks. C'est quand même un peu compliqué. Donc ça pose quand même des problèmes logistiques, financiers, etc. Et donc on saura peut-être ce soir si Trump est OK pour faire, enfin c'est même pas un cadeau puisqu'il va les vendre, mais en tout cas pour vendre ces Tomahawks aux Ukrainiens. Les Ukrainiens ils mettent une pression folle depuis toute la semaine. Yermak, le principal conseiller de Zelensky, a dit hier soir, il nous faut une réponse claire ce soir. Il y a une délégation ukrainienne qui est à Washington depuis le début de la semaine. Ils ont les moyens de mettre la pression sur les Américains, les Ukrainiens ? C'est quoi ? Derrière il y a les terres rares, c'est ça ? Oui, et puis il y a ce que vous disiez, c'est-à-dire que si on règle ce conflit, enfin c'est aussi un message sans doute que les Ukrainiens répètent à l'oreille de Trump à l'envi. Si vous réglez ce conflit, ça pacifie la région, vous allez pouvoir faire du business avec la Russie, etc. Donc j'imagine qu'ils essaient de lui démontrer l'intérêt que les Américains ont à terminer rapidement ce conflit. Évidemment, je ne vous parle pas du prix Nobel de la paix de l'an prochain, parce que s'il arrivait à quelque chose, il y a cet objectif ultime pour Trump. Guillaume ? Oui, Dmytro Kuleba, qui est l'ancien ministre des Affaires étrangères, disait « On espère que la magie de Trump va également opérer pour l'Ukraine ». Ça n'a échappé à personne, certainement pas à Grégory Phillips. Lorsqu'en fait Donald Trump a atterri à Tel Aviv pour sceller cet accord de cessez-le-feu et la libération des otages, immédiatement Zelensky est sorti du bois en disant ça va poser les bases d'une résolution du conflit à venir en Ukraine. Et en fait, ce qu'il disait en creux, c'est comme pour le Hamas et au fond comme pour Israël, il faut parler à Moscou. Le seul langage que Moscou comprend, c'est le langage de la force. C'était d'ailleurs l'objet d'un éditorial dans le Wall Street Journal. Et finalement, c'est moins en fait sur le plan militaire que ça se jouait que sur le plan psychologique. Le fait de sortir le mot Tomahawk du chapeau, et ça a eu un effet, ça a fait réagir Poutine. Il a demandé un coup de téléphone avec Trump. Le coup de téléphone a eu lieu hier soir. Les deux se sont entretenus. Il est convenu qu'un rendez-vous se passe peut-être à Budapest. Et moi, je vais mettre une pièce sur le fait qu'en réalité, Trump, il va tenter le coup de Sharm el-Sheikh, c'est-à-dire d'attirer, comme il l'avait fait Netanyahou, ça n'a pas fonctionné, pour des questions qui sont politiques intérieures israéliennes. Peu importe, il a tenté le coup. En tout cas, la Maison-Blanche l'avait annoncé dans un premier temps. Et je suis sûr qu'à Budapest, chez Orban, en Hongrie, Trump va faire le coup de Sharm el-Sheikh, c'est-à-dire qu'il va dire à Zelensky, écoute, on est peut-être en terrain neutre, certes Orban, il est plus Poutine que Zelensky, mais on est peut-être en Union européenne. Carrément, quand même. Oui, mais on reste en Union européenne. On reste en Union européenne. Oui, on a peut-être l'occasion d'avoir un terrain qui satisfait toutes les parties. Je suis sûr, je vais mettre une pièce et on verra dans 2 semaines que Trump va tenter le coup de Sharm el-Sheikh, le coup de Budapest et tenter de réunir Zelensky et Poutine à la même table. On verra. Mais l'aspect psychologique, Tomahawk, il a joué à plein. C'est au mot Tomahawk, c'est un mot réflexe pour Poutine. Pour rebondir, et Dieu sait que je suis pas un expert militaire, mais si j'ai bien compris ce que nos analystes disent sur les plateaux, c'est que c'est pas un game changer, c'est Tomahawk. C'est pas ça qui, du jour au lendemain, va... Comment on pourrait dire game changer en français? C'est horrible, cette expression. C'est pas un facteur décisif, c'est pas un... Merci Elisabeth. C'est pas ça qui va faire changer complètement la donne de cette guerre. En revanche, le fait de dire je vais fournir des Tomahawks aux Ukrainiens sur un plan symbolique, politique, géopolitique, stratégique. Mais, franchement, vous pensez que Poutine est impressionné par la livraison d'armes américaines dans des volumes réduits et dont vous nous dites que ça ne changera rien sur le terrain? Attends, parce que le missile... bien sûr, il va dire que c'est un scandale. Vous allez répondre à Elisabeth, mais juste pour expliquer ce que c'est les missiles Tomahawk, c'est des missiles à longue portée, c'est ça? 2500 km à peu près. C'est-à-dire d'Ukraine, on peut taper la Russie. Extrêmement rapide, ça permet de toucher Moscou. D'accord, voilà. Plus loin, et c'est beaucoup plus rapide que les attaques MS. Donc c'est quand même une arme très puissante. Quand je dis que c'est
pas forcément quelque chose qui, du jour au lendemain, va changer la donne sur le terrain. D'abord parce que si les Ukrainiens en ont, ce sera en nombre limité, avec des conditions d'utilisation. C'est-à-dire qu'il est fort possible que la Maison-Blanche dise bon, on vous en vend, mais attention, on donnera notre accord, notre feu vert pour telle ou telle cible. Donc voilà, je suis pas sûr que ça change quelque chose sur le terrain. En revanche, symboliquement, vous fournissez aux Ukrainiens une arme extrêmement puissante, le missile le plus puissant qui existe aujourd'hui. Un levier de dissuasion, encore une fois, Grégory l'a rappelé, c'est un missile donc, qui parcourt des distances qui sont phénoménales. 2400 km, c'est assez pour les Ukrainiens pour pouvoir taper quasi la moitié du territoire russe, les installations pétrolières, etc. C'est une arme de dissuasion. Vous en possédez, vous faites peur. Mais après, il est vrai que pour ce qui concerne l'exportation, pour ce qui concerne l'assistance technique, pour ce qui concerne la mise à jour, tout ça est opéré par les Américains et encore une fois, il faut les lanceurs. Il ne faut pas simplement une vingtaine de missiles. Il faut avoir du matériel, il faut pouvoir le livrer. Et ce que va faire Zelensky à Washington, c'est qu'il va également conclure le contrat qui est celui d'Anchorage. On voit des images et quelques jours après... Le coup du tapis rouge. Alors, avec le coup du tapis rouge et ce qui s'était passé juste après, c'était un certain nombre, dont Emmanuel Macron, de chef d'État et de gouvernement à Washington, avec Zelensky pour obtenir quelque chose de substantiel. Et qu'est-ce qui a été obtenu de substantiel à l'issue de cette réunion ? 100 milliards de dollars d'investissement ukrainien en armement américain financé par qui ? Les Européens. C'est ça qui va se passer également au terme de cette rencontre dont on verra si elle porte, Greg, ses fruits. Julien Arnaud. Oui, en écoutant Guillaume et Grégory, je me disais, est-ce que là on est pas dans une sorte de guerre d'influence entre la Russie et l'Ukraine, où chacun, Poutine et Zelensky, c'est à celui qui aura le plus l'oreille de Trump dans ce moment-là. Et la deuxième question, quand Guillaume tout à l'heure parlait de ce qui se passait au niveau du Hamas et des voisins, de la pression qui a pu être exercée à ce moment-là par le Hamas, par d'autres pays arabes, est-ce qu'on est dans la même configuration aujourd'hui ? Vous avez des pays européens qui mettent une pression de même type ou pas sur Vladimir Poutine. Alors, juste d'un mot, ce on appelle ça un peu une forme de diplomatie coercitive, c'est-à-dire forcer les parties au conflit à se mettre à la table. Et pour répondre d'un mot, je crois, sans m'avancer, que les pays arabes et notamment les pétromonarchies du Golfe ont plus d'influence sur Trump que n'en ont pour le moment les Européens, qui sont capables de dépenser de l'argent pour acheter du matériel américain. Et je crois qu'en fait, l'influence des pétromonarchies, encore une fois, est plus importante que celle des pays européens sur Trump. Et sur la première question, qui parle le plus ou le mieux à l'oreille de Trump, Charles Divot, qui est notre correspondant à Moscou, nous a appris hier que le coup de fil d'hier était à l'initiative du Kremlin. Oui, c'est ça. C'est quand même Poutine qui, à la veille de la rencontre avec Zelensky, demande à parler à Trump. Ouais. Et d'un point de vue psychologique, ce qui est intéressant, c'est que je pense que Poutine a compris que le dernier qui parle à Trump, en réalité, c'est lui qui a raison. Mais dans la séquence, effectivement, Tomahawk, coup de téléphone du Kremlin à Monsieur Trump, mais qui est aujourd'hui à Washington ? C'est Zelensky. Donc on est toujours un peu dans cette espèce de mécanique. Elisabeth, vous concluez. Je peux poser une petite question rapide ? Ils en sont où les Ukrainiens sur le terrain ? Sur le terrain, ça bouge pas. C'est le statu quo. Oui, parce que en fait, des semaines et des semaines. C'est une résistance sur la ligne de front qui est vraiment acharnée des Ukrainiens. Enfin, c'est un enfer ce que vivent les soldats sur la ligne de front. Les grandes villes continuent à être frappées régulièrement. Kiev encore la semaine dernière, etc. Donc on est vraiment dans une situation de statu quo. Je crois que honnêtement, les Russes grignotent quelques kilomètres dans certaines zones. Alors effectivement, si le rythme de la progression russe en Ukraine ne faiblit pas. En revanche, l'intensité des combats est toujours aussi élevée et les Russes en ce moment sont en train de masser l'équivalent de 150 000 hommes autour de cette ville dont on parle souvent, Pokrovsk, qui se retrouve dans l'oblast du Donbass et donc les Ukrainiens continuent de mourir sur le front. Que les Russes ont quand même l'intention de continuer à avancer et de pousser leur avantage jusqu'au bout. Est-ce que je peux revenir au moment de la réunion de Budapest pour voir si Guillaume a gagné son pari ? Oui, vous reviendrez dans 15 jours. 15 jours. Okay. D'ici 15 jours. Allez, deuxième à la une, on y va. Alors, on va partir au cœur de la France des oubliés. Ils ne font pas grève, ils ne manifestent plus, ils s'épuisent en silence. Ce sont les oubliés de la République, ceux qu'on a applaudi le soir et qu'on ignore le lendemain. François-Xavier Ménage, qui est dans la coursive et qui arrive sur le plateau, alors que Grégory Phillips s'en va. Il y a sur LCI des chorégraphies de Maboul, je vous le dis immédiatement. Et qui connaît toutes ces questions par cœur. Et qui connaît aussi, puisque vous avez passé... de Damas à Kiev. Pas mal de temps en Ukraine, Beaucoup de temps en Ukraine, François-Xavier. J'aime bien que
sur cette chaîne, quand on parle de choses qui se passent à travers le monde, on a des gens qui racontent. Exactement. Je sais qu'autour de la table, il y a beaucoup de journalistes de terrain, c'est pas un gros mot. Hein. Non. C'est pas un grand mot. Je crois même pas qu'on est en train de crier les 9h12. Et vous faites C'est tout seul de votre ouvrage, François. Et vous faites du terrain. C'est du reportage. Et c'est ce que vous avez fait dans Les Oubliés, mais parce que là, c'était pas en Ukraine, ni à Damas, ni en Syrie, c'était en France. Ouais. Vous racontez ces vies, la caissière devenue SDF, le médecin à 600 km, la prof qui lance une cagnotte pour loger un élève sans abri. Une France, François-Xavier, qui est fatiguée, lucide, résignée ou pas résignée ? Moi, je la sens pas résignée dans votre livre. Peut-être de moins en moins. Fatiguée, c'est certain. Combattante aussi quand même, parce que quand on dit que la France, c'est une accumulation de gens qui foutent rien, moi, je vais vous dire, le seul critère dans ce bouquin, toutes les personnes à qui j'ai donné justement la parole, et que j'ai suivi, et c'est un luxe de pouvoir les suivre sur des jours et des jours, sont tous dans l'action. Tous, il n'y en a pas un qui est le cul sur son canapé en train de se dire que la France tombe. Vous les avez castés aussi. Bien sûr, mais d'abord, et ça c'est le deuxième point important, ils n'ont pas levé la main pour parler. C'est-à-dire qu'à chaque fois, et j'insiste, c'est un luxe, on peut le faire chez TF1, je frappe aux portes, j'arrête les gens dans la rue, et quand je considère qu'il y a quelque chose d'intéressant à raconter, alors là on déroule. Et c'est, je pense, j'insiste, tellement important de ne pas donner toujours la parole aux mêmes. Vous allez dans une ville, vous êtes en reportage pour TF1 à ce moment-là, ou pour LCI, enfin, bref, et donc vous parlez à des gens pour nourrir votre On pose la caméra travail. d'abord, on explique nos intentions, c'est-à-dire qu'en plus on n'avance pas masqué, ce qui est, je pense, là aussi fondamental, et après on explique quel est notre angle, quelle est la question qu'on veut mettre en avant cette semaine pour le JT de TF1. Et il y a ceux qui disent non, et ils sont pas si nombreux que ça d'ailleurs, et il y a ceux qui disent oui. Je dois avouer aussi qu'en général, plus vous allez loin des grandes villes, pardon pour ce cliché, mais qui est tellement vrai, plus il y a de l'appétit, de la curiosité, voire des personnes qui disent non mais vous êtes sûr, ça va être intéressant. Et on est à l'opposé du micro-trottoir, c'est-à-dire que on est en immersion, on suit pendant parfois des jours des personnes qui ont des problèmes extrêmement concrets, puis surtout on contextualise. C'est-à-dire c'est pas le robinet à opinion ce bouquin, c'est au contraire ce qui moi me porte vraiment, c'est-à-dire expliquer ce qui se passe parfois à l'autre coin de la rue, parfois même l'autre numéro de votre rue où vous ne savez pas ce qui se produit, et encore moins ce qui se passe de l'autre côté de la France. On la connaît pas bien la France, elle bouge dans tous les sens, il faut l'expliquer. Vous donnez de l'humanité aux grandes problématiques auxquelles le pays est confronté. Vous prenez par exemple l'histoire de Laetitia, qui est aide-soignante et qui dort dans sa voiture pour pouvoir travailler à l'hôpital faute du logement. Donc ça illustre la crise du logement que le pays traverse et qui est incroyable. Mais vous donnez de l'humanité, de la matière, un corps. De la chair, de la chair, oui. Oui, de la chair à ce qu'on traverse, nous, de loin, à Paris, à ce que vivent les Français, en fait. Sur le désert médical, par exemple, ça m'a frappé, mais je ne l'aurais pas compris si j'étais pas allé sur le terrain. Les Français n'ont plus de médecins. Pour beaucoup d'entre eux, et y compris d'ailleurs dans des villes. Quand on dit aujourd'hui que le problème numéro 1 en France, c'est l'immigration et le pouvoir d'achat, la plupart des élus locaux de petites villes vous disent non, c'est d'avoir un médecin. Point à la ligne. Et donc, quand vous allez sur le terrain et que dans de nombreux territoires, il n'y a plus de médecins généralistes ou que ces médecins généralistes disent je ne peux plus prendre de nouveaux patients, qui fait le boulot à la place ? Ce sont souvent des infirmières à domicile qui vont travailler pour certaines bénévolement, c'est-à-dire qu'elles vont chez des patients pour faire des actes dans lesquels elles n'auront pas un centime, et elles continuent pendant des mois et des mois et des mois. Ce qui est intéressant, et c'est ce que souligne le bouquin, c'est qu'est-ce qui se passe après ? Quand après des années à avoir travaillé, c'est ce qu'on peut appeler les héros du quotidien, ces infirmières, je pense à l'une d'entre elles, dit j'arrête parce que je ne peux plus. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas la reconnaissance qui va avec. Et c'est pas une reconnaissance forcément salariale, c'est aussi le regard des autres. Donc ça s'appelle faire société, et je pense que c'est une question immense qui nous avale et qu'il faut parfois remettre un petit peu sur la table. Moi, il y a une expression que vous employez, François-Xavier, que j'ai trouvé assez extraordinaire parce que tout le monde se la dispute. On parle de majorité silencieuse. Bruno Retailleau, ancien ministre de l'Intérieur, parle de majorité nationale et vous employez le mot de majorité sociale. Et je trouve ça extrêmement pertinent et ça sort dans l'ouvrage que vous écrivez. J'étais hyper frappé et je voudrais vous entendre là-dessus sur ce que vous décrivez, un loto dans le nord de la France, 35 € pour y participer. L'une de vos interlocutrices qui dit, moi j'ai économisé 1 mois pour pouvoir aller jouer et éventuellement avoir l'espoir de gagner 500 € de bons d'achat au supermarché du coin. Et là, tout à coup, la discussion s'engage. Et il y a ce mot, moi, qui m'a frappé. Les politiques, donc ce spectacle auquel on a assisté là pendant 2-3 semaines, les politiques nous détestent. Ne nous aiment pas, ne nous aiment plus. C'était un ancien mineur, il avait travaillé dans les mines à un très jeune âge, et ce monsieur qui était tout au fond de la salle, qui voulait pas parler d'ailleurs, on a quand même
pris le temps pour qu'il évoque ces quelques mots. Il a dit on a tellement de promesses qui sont pas tenues qu'en fait je pense que ces gens ne nous aiment pas. C'est pas du populisme que de mettre ça en avant aujourd'hui. Il a commencé à pleurer, sa femme a dit faut arrêter. Et ce que lui expliquait, et je pense que c'est essentiel, c'est qu'il y a beaucoup de promesses qui sont quotidiennement évoquées par la classe politique. Je prends soin de préciser que c'est pas simple d'être politique aujourd'hui, selon toute vraisemblance. Mais cette accumulation de promesses crée un dérèglement et une distanciation qui est énorme aujourd'hui. Et donc forcément, ça questionne le flot des promesses non tenues. Est-ce qu'il ne faut pas en faire moins ? Est-ce qu'il ne faut pas parfois se taire ? En tout cas, j'ai pas la réponse, mais ce qui est certain, c'est que dans le camp des citoyens et des électeurs, ils sont beaucoup à le penser. Les politiques ne nous aiment pas. Attends, Elisabeth, oui. Alors faites-moi un petit tease là, parce qu'on va partir en pub. Donc... Le mérite de votre livre, il est double. On y vient. Allez, de retour sur le plateau dans toute liberté. Elisabeth Martichoux, Queen Elisabeth vous a fait ce qui s'appelle un teasing de feu. C'est-à-dire vous êtes resté agrippé à votre écran en vous disant il faut que j'attende, il faut que je regarde la suite. Elisabeth, oui, je suis là, au rendez-vous. Non, parce que votre livre est évidemment une merveille pour ne pas s'arrêter à l'image, à l'emporte-pièce de Français, des râleurs, impénitents, insistants, qui ne font rien. Il y en a aussi, pardon Elisabeth. Non, il y en a aussi, mais on ne s'arrête pas à cette image, on va derrière. Voilà, et je trouve que c'est toujours très précieux parce que en réalité, en France, les gens sont plus engagés qu'on le croit et qu'on le pense quand on fait en sorte effectivement d'aller au plus près du micro, parce que c'est au niveau local que ça se passe. Et c'est pour ça aussi que c'est formidable. J'ai une question, parce que l'autre jour, j'avais un politique qui me disait le problème de la France aujourd'hui, qui explique en grande partie la crise politique, c'est un sentiment terrible de manque de fierté à l'égard de son pays. Alors on dit beaucoup que les Français n'aiment pas la France, mais il était très insistant sur cette question-là. Les Français étaient fiers, ils ne le sont plus. Est-ce que vous le ressentez comme ça ? Elle est très très dure cette question parce que je pense que je vais forcément être obligé d'emprunter des raccourcis, mais j'entends rarement sur le terrain, et j'y suis quand même toutes les semaines, j'entends rarement de mots louangeurs sur le pays, j'entends beaucoup de mots louangeurs sur les territoires, j'entends beaucoup de nous et de on. D'ailleurs, collectif. Plus on descend dans la pyramide sociale, je vais faire du Bourdieu, plus j'entends on et pas je, mais c'est vrai que la France telle que aujourd'hui elle est perçue, je pense qu'il y a un décalage, mais je vais renverser la question. Qui définit aujourd'hui la France ? Et est-ce que ceux qui définissent la France aujourd'hui, qui ont cette parole qui permet d'ailleurs d'être entendue, est-ce qu'ils la racontent ? Est-ce qu'ils la racontent bien ? Et est-ce qu'ils la vivent comme ceux qui entendent les définitions ? C'est peut-être un petit peu théorique, mais je pense que sur le terrain, c'est quand même quelque chose qui me frappe, c'est-à-dire ce décalage permanent. Je vais vous donner juste une anecdote. Hier matin, on a suivi, parce que je fais un sujet cette semaine sur la crise politique vue par le regard des jeunes. Le patron des jeunes LR, il était à Brie-sur-Marne hier matin, 9h, panne d'RER, 2000 personnes bloquées qui ne peuvent plus bouger, et lui-même a eu l'honnêteté de dire devant la caméra, mais attendez, là j'ai un nombre incalculable de personnes qui n'arrivent pas à aller au boulot. Au même moment, on est en train de commencer le fameux vote dont on a parlé à l'Assemblée. Il y en a pas un qui me parle de ça. Ils sont tous emmerdés parce qu'ils vont pas pouvoir aller au boulot. Et je trouve qu'à l'Assemblée, il y a deux mondes qui ne se parlent pas. C'est le patron des jeunes républicains qui disait ça. Intéressant. Et ils regardent pas, mais est-ce qu'ils s'en fichent vraiment complètement ? On dit beaucoup que les Français sont un pays politique. C'est vrai qu'ils nous suivent. On a une réponse parce que vous avez filmé il y a 2 ans. Vous avez filmé des Français dans la commune la plus pauvre de France, à Grigny. Vous avez passé plusieurs jours aux côtés des habitants. On regarde un extrait de votre reportage tourné avec Olivier Cresta. À Grigny, un élève sur 2 sort de l'école sans diplôme. Vise bien les épaules. L'entraîneur accompagne quotidiennement des dizaines de jeunes. Les sportifs, souvent, ne traînent pas. On a d'autres choses à faire. S'entraîner. C'est ça. Hein. C'est ça l'obsession. Ouais, c'est ça l'obsession. Il n'y a pas besoin de plus. Ici, et ce n'est pas une formule toute faite, le sport sauve. Rambo, l'entraîneur, choisit lui-même les profils. J'ai des gamins qui sont complètement déscolarisés, tu peux les prendre, il les prend. Autre initiative, dans toutes les écoles maternelles de Grigny, un petit déjeuner gratuit servi en classe juste avant les cours, tous les jours de l'année. Alors qu'une famille sur 3 se nourrit dans la commune grâce aux banques alimentaires, le résultat en classe est sans appel.
une amélioration de l'attention et puis des enfants qui prennent plaisir à avoir des petits déjeuners complets qui dénotent un petit peu de ce qu'ils peuvent trouver à la maison. 21h30, monsieur le maire finit sa tournée et rentre dans une école gardée par un agent de sécurité. Bonjour tout le monde. Cette semaine, le maire de Grigny était reçu avec 200 autres élus locaux à l'Élysée pour parler des émeutes. Ce soir, c'est l'heure du débrief. Le président de la République nous a remis les cahiers de vacances. Et donc nous devons travailler sur l'éducation, la police, la justice, le logement, le peuplement, les attributions de logement. Ça, c'est un sujet. Les révoltes se sont passées aussi dans les villes moyennes, dans ce qu'on appelle les territoires des Gilets jaunes. Et donc c'est un plan pour la France. La France est malade. Il n'y a pas que les banlieues. Cette nuit encore, parents et élus mobilisés dans la ville la plus pauvre de France, peut-être aussi la plus débrouillarde. On voit des Français débrouillards. Vous vouliez rajouter quelques éléments de contexte? Ça s'est produit quand il y avait cette explosion de violence après la mort de Naël. Et je prends soin de préciser que ce sont la plupart du temps des parents d'élèves qui se sont dit d'eux-mêmes, pour que les écoles crament pas, il y a eu quelques cas en France pendant plusieurs jours, on va dormir dans les écoles et on va les surveiller. Et par ailleurs, le maire a été élu meilleur maire du monde il y a quelques années. Et effectivement, Philippe Rio, qui d'ailleurs a toujours grandi dans les bars et vit encore dans une des bars de Grigny, dit que le jour où il sera décorrélé du terrain, alors il arrêtera. Et je pense que ce sont des réflexions intéressantes à entendre. Si on reprend le baromètre de confiance des politiques du Cevipof, vous savez, bon, il a 1 an, ça a dû changer un peu quand même depuis, mais 61% des Français font confiance à leur maire, contre 40% à leurs députés. Et surtout, il y a ce chiffre qui est quand même assez fascinant. 26% des Français disent avoir confiance en la politique. Et quand on lit votre livre, on comprend pourquoi. Est-ce que c'est les Français... est-ce que les Français ont une défiance de la politique de bas en haut, ou est-ce qu'ils se sentent humiliés et pas compris par leur politique? Ce que vous disiez tout à l'heure sur le jeune LR, c'était assez éclairant quand même. Moi, je pense que si on essaye d'avoir un tout petit peu de contextualisation, d'abord, si on regarde ces dernières années, la crise de l'inflation, on oublie qu'elle n'est pas du tout passée pour une majorité de Français. C'est frappant. Ensuite, il y a quand même aussi cette notion que le gâteau social, il n'est pas en train de grossir. Et que donc, on parle d'ascenseur social, je pense qu'on n'en est même plus à ça. On est en train de se dire, pour beaucoup de Français, est-ce que je vais pouvoir garder la même part du gâteau? Et pour certains, ça se rétrécit quand même. Et puis, troisième point, qui est quand même un contexte très important, le saut de dégueulis qu'on entend, qu'on voit en permanence partout, et les réseaux sociaux y sont pour beaucoup, et c'est pas un cliché que de dire que ça attise la colère, ça permet à d'autres de se dire, je lève le doigt pour dire moi aussi, je suis en colère. Ce sont des colères différentes, qui n'ont pas toutes la même résonance, qui n'ont pas toutes la même racine. C'est pour ça que je parle des racines de la colère. Mais ça libère, et ça libère pas pour le mieux. Et vous dites que les élus locaux s'en sortent beaucoup mieux que les ministres. Mais quand on va les voir sur le terrain, c'est un problème. Il y a un taux de démission qui est calculé maintenant dans les départements. Et vous avez des élus qui disent, mais moi, je suis dans une petite commune où normalement rien ne devrait m'atteindre. Je parle de la violence à l'encontre des élus, mais pourtant, ça commence. Parce que cette colère, et c'est ça qui est très important, elle est en train de sédimenter. Justement, François, bon, ça sera l'instant oui, compliment. mais non. On n'a pas envie de les oublier, vos personnages, une fois qu'on a lu et qu'on a refermé le livre. Vous parliez du maire, vous parliez de ces infirmières bénévoles qu'on voit. Un patient dit, ah, elle est mon rayon. Je trouve ça joli de voir ce qu'ils attendent, et la compagnie aussi, l'humain. Un homme qui était sur le point de mourir. Exactement, qui transparaît dans votre livre. Sur les colères, Frédéric Dabi de l'IFOP, qui vient régulièrement sur nos plateaux, lui dit, aujourd'hui, moi, ce que je vois, c'est plutôt une colère froide. Et cette colère froide, c'est la pire, finalement. Est-ce que c'est ce que vous avez constaté, où on est dans une colère, ça y est, où la cocotte minute a déjà explosé, et les gens, ils y vont, ils expriment leur ras-le-bol clairement? Alors, moi j'ai tendance à dire que la politique aujourd'hui, pour beaucoup de Français, probablement une majorité, se trouve dans la pièce d'à côté. Donc dès l'instant où la politique est dans la pièce d'à côté, les gens ne la regardent pas au quotidien, on s'y intéresse peut-être moins, mais elle est quand même présente, au minimum en parallèle. Donc je souscris pas à ceux qui considèrent qu'aujourd'hui les Français s'en foutent de la politique et que ça n'existe pas, qu'ils aient du mal à la comprendre. C'est une évidence, et moi maintenant j'ai développé une théorie, on n'arrête pas de dire depuis quelques années, c'est la Netflixisation, la politique aujourd'hui en France. Mais faut pas s'arrêter là. Oui, certainement, chaque épisode est chaque jour un tout petit peu plus étonnant. Mais on oublie juste une chose,
c'est les téléspectateurs. Et qui vous dit que les Français regardent tous les épisodes ? Ils les regardent pas tous les épisodes. Nous, on les regarde et c'est normal, c'est notre métier. Mais quand on oublie des épisodes, au bout d'un moment, pour plein de raisons, on n'arrive plus à comprendre. Et je vous mets au défi aujourd'hui de résumer en 1 minute ce qui se passe dans la situation de la France. Et Dieu sait que vous le faites pourtant très bien au quotidien. Oui, non, mais je rebondis parce que c'est vrai qu'on avait entendu ensemble colère froide, donc pas colère chaude. Ce que voulait dire Frédéric, c'est que distancié. On n'est pas, on n'est pas non plus au bord d'une explosion sociale. Pourtant, vous en parlez de cette colère. Mais comment vous ressentez les choses ? Je pense colère parce que non-représentation, parce que ce sentiment, justifié ou non, que effectivement ce que vivent une majorité de Français n'est peut-être pas bien décrit et traduit, et nous, médias, avons peut-être aussi une petite part de responsabilité. Il y a aussi quand même ce sentiment qu'il y a un décalage croissant. J'insiste, cette notion d'ascenseur social, elle est quand même essentielle, et aujourd'hui, ça marche. Pour certains, ça marche. Pas pour beaucoup. Globalement. Ouais, il est quand même un petit peu en panne et on a du mal à appeler les gens pour que ça se répare, effectivement. Mais je pense que on est dans des notions d'étages, en fait, et ce sont des étages de plus en plus hermétiques. Mais pour autant, la débrouillardise, faut quand même le rappeler, elle est là au quotidien, elle est là de la part de ces soldats anonymes qui font marcher la société. Et je prends soin, parce que ce bouquin est tout sauf populiste, de rappeler que les oubliés, c'est aussi au sommet de l'État. Quand vous avez dans les agences de l'État, c'est-à-dire des personnes qui ont été nommées par des ministres, par décret, et qui vous disent « Moi, je suis devant mon écran d'ordinateur, je sais pas à quoi je sers. J'écris à des ministres, en l'occurrence le ministre de l'Intérieur, pour... » Là, je parle de gens qui représentent la police municipale, par exemple. J'écris 1 courrier, 2 courriers, 3 courriers, 4 courriers pour dire quand est-ce qu'on se réunit tous ensemble pour parler de la notion essentielle, par exemple des armes chez les policiers municipaux. Et ça fait 4 ans que j'ai pas de réponse. Et que l'agence ne sert à rien. J'ai mal à ma République. Voilà la phrase qu'on entendait de la part des agents de l'État. Vous allez rester sur notre plateau, si vous voulez bien, François-Xavier, parce qu'on a un carton rouge qui pourrait vous plaire quand même. Merci pour ce que vous faites à TF1, pour vos beaux reportages à la rencontre des Français et pour ce livre, donc, Les Oubliés. C'est maintenant l'heure du carton rouge. Alors, Marseille, qui fait encore parler d'elle, les Galeries Lafayette, théâtre d'un bien triste spectacle, les enfants, mais ça a pas, c'est pas sans lien avec la séquence précédente. Bagarre, vol et mouvement de foule, la liquidation des Galeries Lafayette a viré à l'émeute, une chasse aux promos dans une ambiance extrêmement tendue, à peine les portes ouvertes, les magasins ont dû baisser le rideau. Précision d'Adélaïde Malavo avec Ève Chenu et Jules Gobin. Regardez. Face à ces images, impossible de ne pas se sentir oppressé. Des centaines de personnes tassées devant l'entrée du magasin, essayant de se frayer un chemin. À l'intérieur, des promotions éclairent jusqu'à moins 80% avant la fermeture définitive de l'enseigne. Un rêve rapidement devenu cauchemar pour ses clients. C'était effrayant. Vraiment, c'était effrayant. On avait l'impression que c'était une journée d'apocalypse. C'est choquant parce que on s'attend pas comme ça à un mouvement de foule immense. Face à la cohue, le magasin a rapidement fermé ses portes, enfermant à l'intérieur une marée humaine. Cette jeune femme y a passé 6 heures. Ça, les bières, comme je vous ai dit, ça aussi, elles sont tombées à 50%. C'est une collection d'hiver qui n'est jamais soldée. 10h du matin, on est arrivé, c'était le bordel. J'ai désolé de mon expression. Les gens, ils se sont poussés les uns sur les autres, ils n'ont même pas fait attention aux femmes enceintes, personnes âgées. Guillaume, qu'est-ce que ça dit de la France ? Je trouve que ça concentre pas mal des sujets qu'on a évoqués avec François-Xavier. Il y a à la fois une part de chaos, une part de pillage. On entendait dire que des gens avaient fait pendant 4 heures la queue pour profiter de soldes à moins 80%. Pourquoi ? Parce que tous les jours, on passe devant ces boutiques où il y a des parfums qui coûtent un bras, 80, 100, 120 euros. Et forcément, moins 80%, c'est le bonheur. Donc du coup, pendant 4 heures, on attend comme ça, là, devant les Galeries Lafayette. Ça se tape dessus, ça se bouscule. Certains vous passent devant, certains, en fait, vous écrasent les pieds, d'autres vont piller, vont voler. Tout le monde est dépité dans cette affaire parce que les employés qui perdent leur boulot, parce que c'est ça l'histoire. Ça aussi. Les employés qui perdent leur boulot, ils voient en réalité tout autour d'eux des gens qui pillent, qui volent du chaos, des gens qui veulent consommer. Je trouve que ça concentre beaucoup, en fait, encore une fois, de la discussion qu'on a eue. C'est pas des émeutes de la faim, c'est des émeutes de la consommation. Et c'est une forme d'anatomie de la France en crise aussi, où tout est concentré, du pillage, du vol, et en même temps des gens qui sont débités, qui perdent leur boulot, et des gens qui veulent absolument consommer, parce que sur TikTok, Instagram, etc., quand on a des lunettes Versace ou un parfum Guerlain, et ben nous aussi on veut avoir le même. Donc il y a un peu de tout ça qui est concentré dans cette histoire qui
qui, je sais pas ce que vous en pensez, François-Xavier, c'est vous qui avez écrit sur les oubliés, mais qui concentre encore une fois, moi, ce que je pense être un carton rouge, parce que ça concentre bien des mots de notre société. Ouais, émeute de la consommation, ça c'est assez, c'est malin de la part. C'est pas des émeutes de la faim, c'est des émeutes de la consommation, ouais. Parce qu'il y avait eu aussi, vous vous souvenez, les émeutes autour du Nutella. On a vu ça. Incroyable. Ça, c'est vraiment peut-être des gens qui avaient, qui avaient envie de profiter de promos. Non, mais il y a des promos sur des hamburgers, à un moment donné, on en a 3 pour le prix d'un, etc. À 3 euros, 1 euro. Il y a quelque chose de l'ordre, je veux consommer, mais en même temps, il y a quelque chose de l'ordre de, je vis pas très bien non plus. Et j'ai envie de ressembler à mon voisin. Et tout ça en étant oublié. Enfin, et tout ça dans une ville aussi, si on contextualise un peu politiquement, et il y a un chapitre dans les oubliés là-dessus, où à Marseille, on a eu, si je puis dire, une prime que aucune autre ville en France n'a eu, c'est-à-dire que ces dernières années, Emmanuel Macron, qui s'est déplacé sur place, a dit « je vais mettre des milliards sur la table pour aider Marseille ». Le grand plan. Le grand plan de la dernière chance. D'ailleurs, il a dit « si j'échoue, ce sera vraiment fini ». Aucune autre ville n'a eu ça, si on regarde sur 20-30 ans. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Et c'est ce que je rappelle, la Cour des comptes a fait justement les comptes, et c'est une partie infinitésimale qui a été dépensée. C'est-à-dire que l'écrasante majorité de la somme qui avait été promise n'a pas été dépensée. Quand vous allez dans les quartiers nord, je peux vous assurer qu'il y a une grosse colère. Moi, j'ai suivi le quotidien d'un médecin généraliste qui est obligé d'assurer sa sécurité lui-même. Il dit, je pense que j'aurais adoré avoir 2000 € pour avoir une caméra de surveillance et pas me faire taper par mes patients. Ah ouais. Et j'insiste, c'est le plus important. Il y a un document dans ce livre qui m'a été remis d'un membre du précédent gouvernement qui était à l'époque donc en charge de ce plan Marseille, qui a alerté le chef de l'État. Noir sur blanc, c'est écrit, si vous ne prenez pas vite les décisions, l'argent sera perdu, légalement perdu. Or, pourquoi ça bloque? Parce que entre la mairie, entre les communes alentours, entre le département, la région et l'État, on n'arrive pas à se mettre d'accord, ou alors trop peu. Faut pas caricaturer. Et du coup, ça bloque, et ce sont les habitants les perdants. Donc le plan Marseille en grand, c'est le plan Marseille en petit, et ceux qui perdent à la fin sont des habitants qui, pour autant, se débrouillent, se démènent, et il y a encore des écoles qui ouvrent à Marseille aujourd'hui. Faut être précis dans le contexte. Et vraiment, qui parfois se tapent dessus donc pour pouvoir entrer dans ce magasin, consommer, piller, voler, être dépité quand on est employé, qu'on perd son boulot. Il faut imaginer un truc. Les Galeries Lafayette, après avoir ouvert leurs portes, ont fermé 36 minutes après avoir ouvert leurs portes parce que la situation était devenue incontrôlable, et c'est ce que vous décrivez en fait avec vos mots et votre enquête. Voilà la traduction sur le terrain, parfois. Une petite lichette. Il faut interroger la responsabilité des Galeries Lafayette. C'est quand même une opération complètement désastreuse. Juste pour rappeler que l'un des derniers films de Toledano Nakache était justement, je ne sais pas si vous l'aviez vu, commencé par une scène de pillage d'un grand magasin à l'occasion d'une opération de promo, exactement ça. Pour eux, c'était la dénonciation de la société de consommation versus l'urgence écologique et la sobriété. Donc c'était dans un film, maintenant c'est dans la vie, comme quoi tout arrive. Mais je trouve que les Galeries Lafayette auraient dû un tout petit peu réfléchir, faire une opération comme ça, une journée, 80%, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez irresponsable. Voilà. C'est une année difficile, le film dont vous parlez ? Une année difficile, le film dont vous parlez ? Oui. C'est ça ? C'est exactement le début du film. D'accord. Juste d'un mot, parce qu'en effet, ce qu'on essaye de décrire ici résonne parfaitement avec le livre qu'a écrit François-Xavier, qui sillonne tous les terrains, de Marseille à Damas. Il était le premier à entrer à Damas lorsque le régime de Bachar est tombé. Et ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, c'est le sel de son ouvrage, c'est du reportage, aller saisir, recueillir sur le terrain. Et en plus de ça, permettez-moi de le dire, et de vous le dire, c'est aussi servi par une plume qui est remarquable. Et il faut le souligner. C'est très gentil. Merci François-Xavier Ménage. C'est maintenant l'heure de la petite phrase qui fait du bruit. Édouard Philippe, je ne dois rien au président. Et là, on a des éminents spécialistes de la politique française qui vont tout nous expliquer. À tout de suite sur LCI. Allez, c'est notre petite phrase qui fait du bruit dans toute liberté. Édouard Philippe qui persiste et qui signe. Hier soir sur France 2, le Premier ministre, l'ancien Premier ministre, est revenu sur sa demande de démission du président de la République. Il s'en cache plus. Il s'en cache pas. Selon lui, Emmanuel Macron est arrivé au bout d'un cycle politique et la situation actuelle exige, Julien, Elisabeth, Guillaume, un geste fort. Et il est revenu sur l'accusation qui est assez rude de trahison. On l'écoute. J'ai beaucoup de respect pour le président de la République qui m'a nommé Premier ministre, mais je ne lui dois rien. Il est venu me chercher et puis il a cessé ce travail collectif que nous avions engagé. Quand il l'a souhaité, il en avait parfaitement le droit. Dire ce qu'on pense, ça n'est jamais trahir. Qu'en revanche,
ne pas dire ce qu'on pense, c'est souvent trahir. Se trahir soi-même et trahir l'exigence que l'on doit avoir à l'égard de son pays. Julien, les gens sont assez sévères avec l'ancien Premier ministre. Il n'est pas sincère. Je pense que les gens qui l'ont regardé ou qui l'écoutent se disent mais est-ce que c'est vraiment la période pour dire ce genre de choses-là de la part d'Édouard Philippe, alors que tout le monde nous dit ça va pas, il faut de la stabilité, il faut pas aller critiquer, il faut pas, etc. Et là, on a un ancien Premier ministre qui plus est, qui fait ce genre de sortie. Donc c'est vrai que c'est incompréhensible. Après, sur le je lui dois rien, objectivement, c'est Emmanuel Macron qui est allé le chercher pour le nommer à Matignon. Il a fait le job, Édouard Philippe, effectivement, lui a permis d'être Premier ministre, mais il avait construit sa carrière politique, j'allais dire Édouard Philippe, pas grâce à Emmanuel Macron. Donc sur ce point de vue, il a raison. Il sort la sulfateuse, on est d'accord aussi, c'est ce que les gens vont dire. Est-ce qu'il a raison de le faire maintenant ? Moi, je connais un peu la réponse de ma voisine d'Elisabeth sur ce sujet. Moi, je pense qu'il s'avance un peu trop et qu'il a tort de le faire maintenant. Totalement. Mais enfin, est-ce que c'est pas, Elisabeth, refuser de voir la crise politique actuelle ? On est quand même au bord du gouffre. Est-ce qu'il pose une question de fond ? Comment restaurer la stabilité et la confiance ? Est-ce que c'est pas être responsable, nom d'un chien, quand même ? Ah, vous êtes en défense, vous jouez en défense. Mais vous allez tous en attaque, aussi, moi je peux pas. Mais moi aussi en partie. C'est pour ça. D'abord, ce qu'il a dit hier soir, parce que Emmanuel Macron, il est extrêmement sévère à l'égard de ce qu'a fait Édouard Philippe. Et c'est bien parce qu'il l'a invité quand même. Il dit, moi, j'ai jamais critiqué. Non, j'ai jamais critiqué publiquement François Hollande. Et je suis parti, j'ai créé mon parti, etc. Effectivement, vous l'avez dit, Édouard Philippe a aussi créé son parti. Mais en revanche, il avait dit, Emmanuel Macron, à une époque où François Hollande lui disait « il me doit tout », il avait répondu, Emmanuel Macron, quand Hollande nomme ses ministres, il le fait parce qu'il pense que c'est le bien du pays et pas pour qu'il soit ses obligés. Sous-entendu, je ne suis pas un obligé de François Hollande. Donc lui aussi, il avait joué sa petite musique. Et Nicolas Sarkozy avant. Ceci posé. Avec Jacques Chirac. Édouard Philippe, il le fait pour des questions de conviction sans doute, mais aussi très électorales. Je vous explique. Je prends 2 secondes. Édouard Philippe, il pense que son objectif, c'est de se retrouver en face à face avec Marine Le Pen. Or, il ne veut rien avoir à défendre face à une Marine Le Pen qui va évidemment le renvoyer à un macronisme original pur jus. Il ne veut rien avoir à justifier. Et donc, il le fait maintenant. Comme il avait annoncé sa candidature il y a 1 an, tout le monde avait dit c'est le mauvais moment, ça a imprimé dans l'opinion. Il le fait maintenant, quitte à passer pour un traître, pour un félon, parce qu'encore une fois, la Macronie est hirsute, hystérique, ne va pas lui pardonner, mais lui, il voit plus loin. Il sait très bien qu'Emmanuel Macron ne démissionnera pas. Il le sait, il le connaît, son président, celui qui l'a nommé. Et plus il le demande, moins il le fera, Emmanuel Macron, de toute façon. Mais il s'inscrit dans l'avenir, dans la perspective d'un duel avec Marine Le Pen. Est-ce que ça va lui permettre d'être en duel ou est-ce que ça va tuer c'est un pari, sa progression politique? C'est un pari, mais vous savez, si on fait pas de pari, Dieu sait si Emmanuel Macron en a fait, et des audacieux, si on ne fait pas de pari, eh bien on ne gagne rien. Il ne veut pas être le Juppé qui ne sort pas du bois, il veut être Édouard Philippe, et il tue le père, c'est du brutal, mais à la fin, on verra, vous savez, c'est à la fin de du marché. La fin du bal qu'on paie les musiciens, c'était une expression que Jacques Chirac adorait employer. Bon, moi je suis tout à fait d'accord avec Julien Arnaud. Je comprends absolument pas pourquoi il fait une telle sortie maintenant, alors que on a besoin de stabilité. Il continue à instiller ce poison de l'instabilité. Voilà. Mais on a le décryptage de Elisabeth et ça permet un peu de prendre un peu d'avance sur 2027 qui arrive. Mais ceci dit, moi je voudrais revenir sur une phrase qu'il a employée. Il dit ne pas dire son qu'on pense, c'est trahir. Or, si j'en crois le Canard enchaîné, le 10 octobre dernier, Édouard Philippe, avec tous les chefs de parti, à l'invitation d'Emmanuel Macron, avait l'occasion de s'exprimer. Le président l'a invité. Il avait déjà parlé sur RTL, Édouard Philippe, de cet appel à la démission. Au moment où Emmanuel Macron lui donne la parole, et toi, Édouard, qu'est-ce que t'en penses ? Il n'a pas osé
réitérer son appel à la démission. Est-ce que c'était bien utile? Emmanuel Macron Emmanuel Macron l'a accueilli avec Elisabeth, quand on a une colonne vertébrale et qu'on vient dire sur les antennes de France Info, RTL, moi, je pense que ne pas trahir, c'est dire ce qu'on pense. Et ben, quand on dit ce qu'on pense, on le dit les yeux dans les yeux au président de la République. Pas, Elisabeth. Non, Emmanuel Macron. Elle est où la colonne vertébrale? Dans ce cas-là, vous savez, Emmanuel Macron, à mon avis, j'y étais pas. Hein. Enfin, il a Gabriel Attal et Édouard Philippe comme si de rien n'était, avec un petit sourire narquois en disant: vous, mes oiseaux, je sais ce que vous m'avez fait, mais je n'en paraîtrai rien. Une indifférence, d'une certaine manière. Une forme vous connaissez la phrase méprisante, je pense. Mais Elisabeth, en privé, c'est pas le moment. Il a dit à ce moment-là qu'il était contre la censure, mais aussi contre la suspension de la réforme des retraites. Il a dit son fait. C'était pas le moment, il n'était pas tout seul. Enfin, je veux pas lui trouver absolument des excuses. Non, mais qu'est-ce que les Français comprennent? Pardonnez-moi de revenir aux Français, mais qu'est-ce que les Français comprennent? C'est le carton, c'est le sondage pour LCI, c'est 51% des sondés souhaitent une dissolution et des nouvelles élections législatives. Donc 51% des Français ont bien compris que l'histoire va peut-être pas durer. C'est en baisse, c'était 66% il y a quelques 2 semaines. Ça baisse, mais on est encore toujours à la moitié, les amis, pardon. 51% courte majorité, mais c'est en baisse. C'est le mouvement. Et depuis début juillet, ça baisse. D'accord. C'est pas gagné, mais ça baisse. Et 66% des sondés, quand même, incroyable pays que la France, estiment que Sébastien Lecornu a eu raison de suspendre la réforme des retraites. Ça m'éblouit toujours. Parce que quand je vois toute l'Europe qui est à 67, 70 ans, mais pour trouver un peu de stabilité, et qu'il n'y a plus de renouvellement des générations. C'était à un moment donné, le sens politique, c'est peut-être ça qui est loué par les Français à un moment donné. 30 minutes de discours de politique générale, l'un des plus courts de l'histoire de la Ve République. L'idée qu'à un moment donné, coût-bénéfice, 15 milliards versus 3 milliards et demi, on fait quand même le choix de dépenser que 3 milliards et demi. Mais quand je disais, on verra ce que les Français, Elisabeth, ce que je voulais revenir sur ça, pense d'Édouard Philippe. Lecornu, il doit en fait sa survie au député Horizon également. Donc d'Édouard Philippe, et pour autant on a le même Édouard Philippe qui le lendemain dit démission. Mais soyez cohérent, monsieur Philippe. Appelez vos députés à censurer le Premier ministre. Il dit pas tout à fait dissolution, il dit un truc qui est assez compliqué à mettre en œuvre, franchement. Sur le fond, il le dit pour la raison que je vous ai dite. Il ne croit pas vraiment à son scénario. C'est de la stratégie. S'il veut affronter Marine Le Pen, le plus sûr moyen d'aller à la démission, c'est la dissolution. Il avait dit il y a longtemps, il ne se passera plus rien dans ce quinquennat, c'était après la dissolution. Et ça, c'est une conviction chez lui que la dissolution a abîmé ce deuxième quinquennat, qu'à partir de là, on est condamné à l'immobilisme. Est-ce qu'il a tort? Est-ce que la dissolution n'est pas le plus sûr moyen vers la démission? Je veux dire, l'autoroute vers la démission qu'il appelle de ses voeux, c'est quand même la dissolution. Il demande une présidentielle, pas la dissolution. Je demande de vous arrêter. Je vais vous dire que dans tout ce fatras de mauvaises nouvelles et de monde qui marche sur la tête, il y a quand même encore de l'espoir. Merci Julien. Il y a de l'espoir. On fait pas le Courbet? Il y a de l'espoir, Elisabeth. Ne me regardez pas avec ces yeux interrogatifs. C'est le miel qui coule enfin à flot. La production française n'a jamais été aussi importante depuis 20 ans. Entre 23 000 et 25 000 tonnes, c'est la quantité de miel produite en France. Uniquement sur l'année 2025, une hausse de 90%. J'arrive pas. Ah non, mais c'est énorme. Énorme. On revient à des taux de 2005. Voilà. Et lorsque les apiculteurs respirent, les abeilles butinent et c'est toute la nature qui se porte mieux. Vincent Ditch et Gwenaëlle Vandrestin. Miel de sapin qu'on a récolté l'été dernier. C'est un geste que Rémi Koch avait presque oublié. Après 3 mauvaises récoltes, la tendance est enfin inversée cette année. On a fait à peu près 3 fois plus que les années précédentes. Toutes les conditions étaient réunies pour du beau temps, des pucerons, et les abeilles ont pu profiter sans problème. Les ruches sont rentrées, mais les abeilles sont encore là pour prendre des forces avant l'hiver. On en voit même après le tournesol ici. Rien à voir avec l'an passé, où il avait déjà perdu 60% de ses colonies à la même époque. Il a trop plu, ça a fait développer le varroa, un parasite qui mange les larves d'abeilles, et ça a été vraiment une catastrophe. Pour s'en sortir l'an dernier, il avait dû augmenter ses prix d'1 euro. Cette année, pas de pénurie, donc pas d'augmentation. On essaie de faire profiter les clients et avec la belle quantité de miel que nous avons. À part certains producteurs du Sud victimes d'une trop forte sécheresse, tous les apiculteurs français ont fait une belle récolte, tout miel confond.
Le miel français n'a plus le bourdon. C'est joli. Le titre trouvé par Pierre Régnier, notre bien-aimé rédacteur en chef. Merci Pierre Régnier. Non, Julien, ça fait du bien de voir ces images, franchement. Oui, ça fait du bien. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, ouf, presque un cocorico, vous voyez, bleu, blanc, rouge, c'est génial. Les tonnes que vous citiez, 20 à 25 000, c'est la moitié des besoins de la consommation du pays. Donc imaginez aussi qu'on en importe pas mal de ce miel qui peut venir d'Ukraine, par exemple, ou des pays... Non, des horribles miels chinois. Bien sûr, mais de miel Ukraine, que le nom. Espagne, C'est Chine... des miels comme moi, je suis dans ce Zolido. Bien sûr. Encore, vous êtes dans ce Zolido. Et ceux-là, on les mange pas. On les consomme pas. On reste sur notre miel français. C'est plus de 60 000 apiculteurs. Il faut s'imaginer. 2000 professionnels. Ces gens-là, ils font un boulot formidable. Et aujourd'hui, j'ai même appris qu'il y avait des centres spécialisés pour vous former et de plus en plus à l'apiculture, au travail des abeilles, parce que c'est pas simplement mettre une ruche dans un jardin, attendre les abeilles. Il y a toute une technologie aussi. bien sûr. Oui, c'est formidable. Merveilleux. Moi, comme je pense politique, je pense à Montebourg. Il a fait lancer sur le marché du miel. Et ça reprend. Ouais, et c'est vrai que dans les supermarchés, en fait, le local, ça reprend le dessus sur le low cost. Ça, c'est vraiment un point positif. Il y a un autre point positif à souligner, c'est qu'en fait, il y a maintenant une directive européenne qui s'applique sur tous les pots de miel, et il y a de la transparence. On sait d'où vient le miel. Et quand on sait qu'il vient de France, en fait, en réalité, les consommateurs l'achètent. Alors après, je voudrais peut-être un poil nuancer. Ça, il faut bien le vérifier sur les pots origine France. Le miel français va mieux, les abeilles peut-être un peu moins. Il faut y réfléchir. Maintenant, on a dit il y a de l'espoir. Voilà, on reste sur la note positive. Là, ça va être le week-end et tout. Le miel de Lozère que je recommande à tous les téléspectateurs. Vous préférez le liquide ou le dur? Liquide. Ça dépend quoi faire. Si vous le cuisinez, si vous mangez à la cuillère. En liquide, il y a l'hydromel. Vous connaissez l'hydromel? L'alcool de miel? L'hydromel, je croyais que c'était dans les schtroumpfs. Ah oui. C'est pas faux. Magnifique. Allez, merci à tous. C'est sur ces belles images, si on peut les voir, de prairies, d'abeilles et de petites fleurs, qu'on va se quitter. Bah non, c'est pas sur ces belles images. C'est sur vous. C'est sur la danseuse du Lido. On va vous voir au Lido quand est-ce que vous me produisez. On se retrouve évidemment lundi en toute liberté.